Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. Aujourd'hui, une nouvelle fois, on se retrouve pour faire une draft et cette fois-ci, ça sera la draft des meilleures campagnes de saison régulière individuelle. Mais avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent nous soutenir, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de Q-Basket. Mitchell has his head up, takes the Levert feet. Oh my! Alors, on poursuit nos sujets de l'été. Vous l'avez vu, on essaye d'alterner entre des sujets qu'on pourrait qualifier de sérieux, non pas que les autres soient pas sérieux, et des sujets un peu plus fun, notamment au travers de nos différentes drafts. Et aujourd'hui, on veut vous proposer une draft qui, je crois, va être assez fun sur les meilleures campagnes de saison régulière individuelle des 10 dernières années. Et comme d'habitude, pour faire ces drafts, on est avec Paul. Salut Paul, comment ça va ? Ça va et toi? Écoute, ça va plutôt pas mal parce que je t'avoue que là, en préparant le podcast, je sais pas toi, mais j'ai eu l'impression de me faire une espèce de piste aux étoiles, quoi. Ouais, c'est fou le nombre de campagnes offensives énormes que tu as. Tu as au moins 20 noms où en fait, c'est marquant quoi. Tu t'en souviendras dans 15-20 ans, quoi. Ah, je suis complètement d'accord avec toi. On va vous dire un peu les différentes règles qu'on s'est données ensemble. On s'est notamment donné une règle qui était de ne pas donner deux fois le même joueur. On va revenir sur toutes les règles. Et je sais pas toi, mais je me suis dit en fait, heureusement qu'on s'est mis cette règle-là. Déjà parce qu'il y a un ou deux joueurs qu'on aurait trop vus, mais en plus parce que ça aurait pas fait honneur à tous les joueurs qu'il y a eu à voir là depuis la saison 2015-2016. Et ce qui donne quand même un panel assez dingo, quoi. Moi, je trouve, pour le coup. Ouais, c'est sûr. Après, on essaie de faire ça quand même à chaque draft parce que sinon, en fait, on cite toujours les mêmes, donc c'est pas très intéressant. Donc là, C'est au moins, on peut citer 10 mecs différents à chaque fois, quoi. C'est qui d'ailleurs t'as un ou deux mecs que t'aurais cité peut-être plus de trois fois si t'avais eu, ou aller plus de deux fois ou plus de trois fois si t'avais eu plusieurs choix à faire. Euh, Jokic Harden, facile. Ouais, moi aussi, c'est les deux auxquels j'ai tout de suite pensé. Ouais. Jokic et Harden qui, je pense, serait revenu assez souvent. Mais bon, on va vous présenter tout ça. Vous connaissez le concept et pour ceux qui ne le connaissent pas, on vous l'explique. On fait une draft, donc on choisit tour à tour un joueur pour pouvoir définir quels sont les 10 meilleurs joueurs, ou en tout cas les 10 meilleures campagnes de saison régulière individuelle des 10 dernières années. Donc on commence à 2015-2016 et on va jusqu'à 2024-2025. Et on a essayé, comme à chaque fois, Paul, de se définir quelques règles et quelques critères. Le but, c'est aussi d'être un peu objectivant. Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut en expliquer un chacun à notre tour. Je commence. Le premier critère qu'on s'est donné, c'est le volume de jeu. C'est vrai que quand on regarde les saisons individuelles, on a tendance à avoir un regard très précis sur l'efficacité. Et on s'est dit que c'était quand même important aussi d'évaluer le volume de jeu d'un joueur. Et je pense que quand on va revenir dans le détail de certains joueurs, on va être amené à vous expliquer un peu plus dans le détail pourquoi. Ça, c'était le premier critère qu'on s'est donné. Je te donne la main pour le deuxième critère. Deuxième, c'est l'efficacité au scoring. Et puis même, on peut mettre aussi tout ce qui est playmaking parce que c'est quand même important d'être propre sur un terrain de basket vu que les deux équipes ont à peu près le même nombre de possessions. Enfin, je sais pas si toi tu l'as pris en compte, mais moi, des mecs qui ont des saisons à 120 de TS+, ou 115 ou 110, donc 10% au-dessus de la moyenne, quoi, c'est quand même assez énorme. Et pareil pour un ratio assist-turnover qui est élevé aussi, quoi. Ouais, exactement. L'efficacité au scoring était comptée. Peut-être que dans le prolongement, on s'était donné aussi la volonté d'impliquer le collectif et la capacité qu'a le joueur à impliquer le collectif et à faire en sorte que toute l'attaque soit performante, ce qui va un peu avec ce que tu dis sur la capacité à impliquer les autres, qui était le troisième critère. Je te laisse le quatrième critère. Quatrième critère, c'est la clutchitude. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, faire gagner son équipe dans les fins de match, c'est important. Donc c'est pas le critère premier, évidemment, si on pondère un peu tous les critères. Mais bon, s'il y a un mec, en fait, on se souvient vraiment de sa saison parce qu'il a été ultra clutch tout au long de la saison, ou alors il y a des moments où il a été vraiment clutch, bah forcément, ça joue en sa faveur. Exactement. Et dernier critère, c'est dans quelle mesure cette production offensive fait gagner l'équipe en question. Donc forcément, les résultats collectifs ont un impact. Mais plus que les résultats collectifs, est-ce qu'on est d'accord? C'est l'idée de se dire dans quelle mesure
son attaque fait gagner. C'est pas simplement les stacks collectifs, c'est la part qu'il a dans la capacité à faire gagner son équipe, quoi. Ouais. Et un tout dernier critère aussi, c'est. Enfin, je sais pas si toi tu l'as trop un peu pris en compte, mais c'est les grosses performances. Un mec qui tape une grosse perf au scoring face à une top équipe, ah, forcément, ça joue en sa faveur, quoi. Et forcément, effectivement, c'est un peu ce qui va avec l'idée des moments marquants, que j'ai plus pris comme un espèce de bonus dans le classement. Moi, je me suis quand même bien Ok. concentré sur les 5 premiers, comme à chaque fois on essaie d'en avoir 5, et qui nous permettent donc de définir ce classement. Donc ce qu'on va faire, c'est que tour à tour, on va prendre un joueur, et puis à chaque fois, on va se lancer dans une petite discussion pour vous expliquer pourquoi on a pris tel ou tel joueur, et puis éventuellement, ce sera l'occasion pour l'autre de dire s'il était dans son top 10 et s'il l'aurait pris aussi haut. Paul, ce que je te propose, c'est que tu démarres avec le numéro 1 de la draft. Alors, on commence par la plus grosse saison, vu que c'est une draft. Paul, qui va avoir l'honneur d'être élu meilleure campagne individuelle de saison régulière des 10 dernières années. Pour moi, c'est assez évident. Ça veut pas dire que derrière, il n'y a pas des mecs qui ont fait des grosses perfs. Mais pour moi, la plus grosse perf, c'est Steph en 2015-2016. Ouais, j'avais Le mec te le sort une numéro 1. saison. Donc, alors, en termes de volume, c'est pas si ouf que ça par rapport à d'autres mecs. Il est à 30 points, 6,7 passes de moyenne, 3,3 turnover. Mais l'efficacité, c'est n'importe quoi. Il est à 124 de TS+. Je crois qu'il n'y a jamais personne avec un tel volume qui a fait ça, quoi. 24 points au-dessus de la moyenne. 24 points de pourcentage au-dessus de la moyenne, c'est énorme. 45% à 3 points. Le mec était en fait on fire pendant toute une saison, pendant je sais plus combien il joue de matchs, mais dont j'ai 75 minimum. Et en plus, il a 11 tirs à 3 points par match, quoi. Donc, saison exceptionnelle. 3 matchs à plus de 50 points. Moi, je me souviens de ce game winner contre OKC où il fout 46 points, il met 12 tirs à 3 points dans le match. Le lendemain, mais tout Internet était complètement choqué, quoi, de ce qu'il avait fait. Et c'est la plus grande saison individuelle de ces 10 dernières années. Je pense que même si un jour on fait un top all-time, je pense qu'il est facile top 3. Et voilà, quoi. Ouais, moi j'avais le même numéro 1, j'avais aussi notre cher Stephen Curry. Euh, pour- Alors déjà, je trouve que tu vois, tu l'as noté et c'est important de le dire. Je sais pas toi, mais moi dans les joueurs que j'ai pris, c'est celui qui a le TS plus le plus haut pour le coup. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que c'est celui qui a le TS plus le plus haut, mais en fait très nettement pour le coup. Alors qu'il le fait avec un style de jeu qui est probablement de tous les autres joueurs, celui qui a, allez, il y a peut-être James Harden qui a un style de jeu encore plus risqué, mais c'est peut-être le joueur qui a le style de jeu le plus risqué. Donc il arrive à ce niveau d'efficacité avec un style de jeu aussi risqué. Et d'ailleurs, il a jamais vraiment retrouvé ce niveau d'efficacité-là. On a des très très belles saisons de Stephen Curry, mais là on est vraiment sur une saison où il a plané sur la saison régulière. C'est d'ailleurs le MVP unanime d'une équipe qui fait 73-9, donc qui fait le record deux victoires dans une saison. Moi, je trouve que ce qui est marquant, je l'ai pour deux autres joueurs dans cette draft, c'est que ça fait partie des saisons qui ont révolutionné le jeu, tu vois. Je trouve que c'est cette saison qui marque le top départ de on accepte de laisser la main à des créateurs sur beaucoup de créativité dans les formes de tir prise et dans les tirs pris, notamment dans le tir à 3 points. Parce que pour le coup, il n'y a pas tant de drive que ça, même si c'était un excellent driver. Et c'est vrai qu'il passe toute la saison en étant absolument exceptionnel. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi tu vois, là, quand tu as revu cette saison-là, quand tu as vu aussi l'évolution de Curry, c'est quoi qui t'a marqué sur ce joueur? Bah, le truc, en fait, qui est intéressant avec cette saison-là, c'est que, tu vois, il fait 124 de TS+, avec un true shooting à 66,9, en fait. Et aujourd'hui, si tu fais les mêmes, enfin, si tu as les mêmes pourcentages que lui, aujourd'hui, vu que le niveau moyen a énormément augmenté, grâce à la révolution du 3 points, qui n'a pas été entamée par Curry, mais qui a été vraiment révolutionné par Curry et les Warriors, et accéléré de manière globale. Mais c'est un peu la première saison où tu vois un mec vraiment qui comprend que le 3 points, en fait, c'est une arme de ouf, qui en use et en abuse. Et ça fait une différence de dingue parce que les Warriors, ils sont injouables en attaque. Ils étaient très forts en défense, mais voilà, ils font 73 wins. Et, et ce qui est marquant, c'est le côté un peu précurseur de ce que devient ensuite, par la suite, la NBA. Parce que est-ce que Curry
En fait, sa saison, elle est exceptionnelle parce que c'est dans le contexte global de la NBA à ce moment-là, quoi. Parce que je pense que si demain, il y a un mec qui fait la même saison que lui, elle est moins exceptionnelle parce qu'aujourd'hui, un 66,9 de true shooting percentage, c'est pas 124 de TS+, tu vois, c'est peut-être 115 ou 116. Donc c'est moins impressionnant. Et ce qui serait Mais oui, déjà dingo d'ailleurs, hein. Ce qui serait quand même ce serait extraordinaire. incroyable. Ce qui serait quand même Ouais, ce qui serait exceptionnel, hein. déjà bien Ouais. meilleur que n'importe quel mec. D'ailleurs, en 2018, je suis en train de regarder, il fait quand même 121 de TS+, hein. À 67,5 de true shooting percentage, donc il est encore meilleur, mais bon, le niveau global avait déjà commencé à augmenter. Donc, ouais, je pense que enfin, ce qui était vraiment impressionnant aussi, c'est de voir un mec avec un style de jeu assez particulier, où il est très clairement beaucoup utilisé off-ball, et il domine comme ça avec un cardio de ouf, à tout le temps bouger dans les écrans. Et en plus, ce qui est assez dingue, c'est qu'aujourd'hui, même encore, il a un énorme jeu, un énorme volume off-ball. Et c'est peut-être la plus grande saison off-ball de l'histoire d'un joueur. Je pense que la prochaine fois qu'on verra un mec aussi dominant off-ball, il est peut-être pas né, quoi. Ce qui m'impressionne, moi, sur cette saison, c'est le niveau de confiance dans lequel il est. Je trouve qu'en fait, on n'a pas eu, tu vois, depuis un mec qui a dégagé autant de confiance dans sa prise de risque. Tu avais vraiment la sensation que toute prise de risque restait la meilleure option sur le terrain. Je pense que James Harden a atteint aussi ce niveau-là à un moment donné, mais l'impression n'était pas tout à fait la même. Je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment impressionnant et dont on se rend compte dans cette saison avec Curry, c'est aussi la qualité de son drive et notamment grâce à la qualité de son dribble. Et parce qu'à ce moment-là de sa carrière, c'est encore un joueur qui est quand même très rapide en fait. Il l'est resté hein, avec le temps, mais qui a un vrai premier pas et surtout qui a un handle qui, je pense, on avait toujours vu le handle de Curry, mais d'un coup, il est devenu très impressionnant sur cette dimension-là. Et moi, ce que je trouve aussi notable dans cette saison, c'est que son niveau de confiance est tel et son niveau d'efficacité est tel que oui, il y a le système Warriors qui existe déjà, mais il le casse souvent, le système Warriors. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de jeux d'isolation, de jeux de pick and roll qui vient casser le jeu qu'on connaît un peu plus, qui est à partir de 2019-2020. Il est effectivement très fort off-ball, mais je ne suis pas sûr qu'on ait encore cette dimension où il a tellement de gravité sans ballon qui fait le spacing par lui tout seul. J'ai l'impression que c'est venu un petit peu plus tard, parce qu'on n'avait pas à ce point peur de lui sur le jeu sans ballon. Il l'a déjà, hein, ce jeu sans ballon. Mais du coup, il y a aussi beaucoup de moments avec beaucoup d'autonomie. Enfin, franchement, c'était dingo, quoi. Je trouve, pour le coup. Ouais. Et ce qui est ouf, c'est qu'en fait, la saison d'avant, il est MVP, mais il est MVP qu'avec 23,8 points. C'est-à-dire d'une saison à l'autre, en fait, il se dit ouais, mais je peux bien plus marquer les esprits que ça. Et le gars prend 6 points d'un coup, et il est à nouveau MVP avec 30 points de moyenne, meilleur intercepteur aussi. Et en plus, il augmente son efficacité à 3 points avec plus de volume. Donc c'était vraiment impressionnant. Mais je suis d'accord qu'on parle souvent du 3 points avec Curry, mais on oublie à quel point est-ce que, en fait, quand il a la balle dans les mains, il a un handle élite de chez Elite. Il a un drive, il a un toucher près du cercle, il a une finition assez exceptionnelle. Et on oublie ça parce que on est focus énormément sur le 3 points. Mais c'est pas seulement un shooter, quoi. C'est un putain de joueur de basket. Dernier élément qui est essentiel aussi sur pourquoi moi aussi je l'avais mis premier, c'est le nombre de matchs qu'il a fait tourner. Il y a énormément de matchs où tu sais, il y a des coups de chaud de 3, 4, 3 points dans deuxième, troisième quart-temps. Il y a aussi des fins de match, mais il y en a moins parce qu'ils sont souvent très dominants, les Warriors. Mais il y a beaucoup de matchs qui tournent avant le quatrième quart-temps sur un coup de chaud de Steph Curry qui sont devenus une forme de marque de fabrique hein, d'ailleurs depuis. Et ça, forcément, moi, ça a pesé lourd quand même. Ouais, c'est sûr. Impressionnant. On passe au numéro 2 ou est-ce que tu vois d'autres choses à dire sur Non, c'est notre bon, on a cher fait le tour, Steph je crois. Curry? Alors déjà c'est cool parce que je m'étais dit que le top 3 était assez clair, mais je ne savais pas si on allait avoir le même top 3. Et donc pour le coup, à minima, on a le même numéro 1. Et donc on va passer au numéro 2 de cette draft. Et là, je dois reconnaître que j'ai eu une grosse hésitation. Mais je suis quand même parti sur notre cher Nikola Jokic en numéro 2. Et alors, je suis curieux de savoir quelle saison Jokic t'as pris. Moi, j'ai pris la 2024-2025, pour le coup. J'ai pris la saison qu'on vient de voir de Nikola Jokic, qui je pense, c'est pas sa meilleure défensivement. Pour le coup, il n'y en a pas beaucoup des bonnes saisons défensivement, mais il a eu de telles responsabilités cette année en attaque qu'il s'est un peu reposé en défense. Mais par contre, on a une espèce de version ultime de Nikola Jokic qui, sincèrement, si Curry ne fait pas une saison qui n'a aucun sens, aurait été premier dans n'importe quel autre classement. Mais je trouve qu'en fait, il y a deux choses qui sont assez impressionnantes cette année chez Nikola Jokic.
La première, c'est qu'il est en phase avec son tir à 3 points. Et dans une équipe qui a eu des grosses difficultés sur son spacing, il a dû transformer son jeu pour s'éloigner un peu du cercle. Ça a été une demande en fait structurelle dans cette équipe-là. Et il a eu une superbe adresse à 3 points. Il est à 115 de TS+, sur cette saison-là, où il tourne en 29 points, 10 passes décisives. Et le deuxième élément qui m'a paru essentiel, que Curry a aussi un peu, mais peut-être un peu plus tard, que Harden a par certains aspects, mais peut-être pas à ce point-là, c'est que je trouve que dans une NBA où le spacing fait le scoring, j'ai trouvé que cette saison, le passing de Jokic a fait le spacing de son équipe. En tout cas, a compensé les problématiques de spacing. Tu sais, un peu à l'image de ce qu'on dit souvent avec Curry, où sa gravité sans ballon fait le spacing, que Curry presque crée du spacing tout seul. Et ben moi, j'ai eu l'impression cette saison, dans un contexte très compliqué sur le spacing, que le passing de Nikola Jokic, finalement, venait de compenser un mauvais spacing, parce qu'en fait, même quand tu es dans des situations où les joueurs sont un peu recroquevillés, on a vu beaucoup de séquences avec 2 joueurs qui sont dans le dunker spot, sa qualité de spacing, elle permet quand même de faire en sorte que ce n'est pas des mauvaises situations. Et c'est pour cette raison que je l'ai mis deuxième. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, est-ce que c'est la saison Nikola Jokic que tu aurais pris? Est-ce que tu l'aurais pris deuxième? Et qu'est-ce que tu as pensé de sa saison? Ouais, moi, c'est celle-là aussi que j'avais en 2. Là, en fait, pour moi, on a les 2 seuls joueurs de la décennie avec Jokic et Curry, où t'as pas besoin de spacing, et on l'a vu cette saison. C'est-à-dire, t'as même pas besoin de spacing. À eux deux, ils créent le spacing dans des manières différentes, mais à eux deux, ils le font. Il y a un peu LeBron aussi, même si là, vu que la dernière décennie, il est quand même plus. Il vieillit un peu, mais c'est vrai que LeBron, il est un peu comme ça aussi. Mais après, LeBron, il a jamais été ultra régulier sur son shoot. Donc c'est un peu différent, mais eux, ils sont tellement réguliers en fait sur ce qu'ils font. Et ouais, après, il est deuxième parce que oui, Curry, il fait un peu une saison d'ovni. Il y a des énormes matchs. Il y a quand même un 61-10-10, un 56-16 rebonds, 8 passes, mais dans des défaites. Donc moi, ça m'emmerde un peu. Il y a aussi un 30 points, 20 rebonds, 20 passes aussi. Enfin, c'est n'importe quoi. Il a 60% sur short mid. Et en plus, en carrière, il frôle les 59%, je crois, Jokic. Donc ouais, tu as un joueur vraiment inarrêtable en triple-double de moyenne, quand même, il faut le rappeler. Avec peu de déchets finalement, parce qu'il est qu'à 3,3 turnovers. Et 115 de TS+, donc c'est n'importe quoi, tu vois. On en a fait des caisses à l'époque avec Westbrook, qu'on va peut-être citer dans cette draft. Mais là, on a la saison en triple-double, mais ultime en attaque. Tu peux pas faire mieux que ce qu'il a fait, quoi. Donc voilà. Après, on a quand même vu des équipes avec des plans de jeu qui l'ont un peu saoulé. Et on l'a vu aussi en playoff où il a un peu galéré, où il fait pas des excellents playoffs au scoring. Et on l'a un peu vu aussi à l'Eurobasket, c'est qu'on commence à voir quand même des équipes qui comprennent comment stopper un petit peu Nikola Jokic. Alors évidemment, il va quand même toujours tourner en 30-10-10 de moyenne, mais avec un peu moins d'efficacité qu'auparavant peut-être. Mais tu vois, en fait, on commence à comprendre comment le stopper à 30 ans, quoi. C'est-à-dire qu'on a mis 10 ans à comprendre comment stopper ce mec, parce qu'en fait, il est instoppable. Et qu'on le fait d'ailleurs dans des contextes où le spacing n'est pas optimisé. C'est-à-dire que dans une équipe avec un bon spacing, probablement que les limites qu'on arrive à repérer sur Jokic, parce que les équipes cette saison qui ont appuyé là-dessus sont des équipes qui pour le coup avaient appuyé en fait sur les difficultés de spacing. Mais effectivement, on a cette dimension assez dingue avec Jokic d'équilibrer à lui tout seul le spacing de son équipe. Et donc effectivement, ça nous fait un joueur qui est assez nettement dominant. Tu peux rajouter d'ailleurs, tu as parlé de la qualité sur short mid. Il y a aussi une extraordinaire capacité à prendre son rebond sur le peu de tirs manqués près du cercle. C'est quand même un des joueurs qui a une qualité au rebond offensif sur ses propres tirs ratés qui est finalement assez rare. C'est un vrai skills qu'il a pour le coup. Et effectivement, on est sur un joueur qui a une panel tellement complet. Et tu vois, quand on parle du volume de jeu, c'est aussi un joueur qui a un cardio qui est très très haut, qui peut être surprenant pour son profil. Dernier élément que moi je m'étais noté qui était impressionnant, de tous les joueurs que j'ai, c'est celui qui a le usage le plus bas, pour le coup. C'est le seul que j'ai d'ailleurs dans mon top 10, qui est en dessous des 30% d'usage. Et malgré tout, il arrive à produire autant. Et en fait, c'est essentiellement parce qu'il est tellement propre, en fait, c'est tellement clean, que finalement, ça impacte relativement peu. Paul, je te propose qu'on aille sur le troisième nom. Moi, de mon côté, j'en avais 4 qui étaient en tête de liste. Je suis impatient de savoir qui est ton troisième. Troisième, pour moi, il était aussi un petit peu évident quand même.
C'est James Harden en 2018-2019. 36 points de moyenne, assez incroyable. Je crois qu'on n'avait plus vu ça depuis, Kobe, voire même, Michael Jordan, en termes de volume au scoring. 7,5 passes de moyenne. Bon, 5 turnovers, il y a un peu de déchets. C'est peut-être pour ça qu'il est que 3e aussi. Mais à 36 points de moyenne, il est quand même à 110 de TS+, 37% à 3 points, sur 13 tirs à tenter par match. 13 tirs, pardon, à 3 points à tenter par match. Mais ce qui était vraiment ouf, en fait, sur cette saison avec Harden, c'est son efficacité, slash volume, sur isolation. Il prenait 16 ISO par match. Sur la saison, le deuxième, il est même pas à 5. Il était dans le 92,7 percentile d'efficacité quand même. Donc c'est la plus grande saison de l'histoire sur isolation. Je pense qu'il y a aucun doute là-dessus. Et puis même les matchs qu'il avait fait, moi je crois que sur un mois, il était à 40 points. Non, je crois que sur une moitié de saison, sur 40 matchs de suite, il était à 40 points de moyenne. Il a 6 matchs à 57 points et plus, dont 2 50 points, 10 rebonds, 10 passes. Donc tu as une saison exceptionnelle. En plus, c'est une saison où il prend vraiment tout le scoring de son équipe, parce que Chris Paul, il est un peu moins bien. Tu sens qu'il y a déjà un léger déclin. Et en fait, il est juste injouable, quoi. Genre, c'est une saison au scoring. Même Curry, tu vois, il fait une saison de ouf, mais il a pas le volume de James Harden. En termes de volume, c'est injouable, en fait. Il était injouable. Et il s'est inscrit dans les meilleurs scoreurs de l'histoire du jeu, quoi, sur une régulière. C'était effectivement moi aussi mon troisième et j'avais aussi cette version de James Harden, la 2018-2019. Et j'ai trouvé que c'était assez dur de choisir une version d'Harden parce qu'en fait, il y a un stretch de 3 ans où il est vraiment extraordinaire et en fait, euh, il y a la première année sans Chris Paul où il est très complet, force score, mais aussi il distribue beaucoup et elle est impressionnante pour le côté à la fois scoring et playmaking. Il y a celle avec Chris Paul où ce qui est très impressionnant, c'est la complémentarité entre Chris Paul et James Harden et comment chacun des deux arrive à trouver son rôle parfaitement. Et il y a la dernière où Chris Paul est clairement en déclin et là c'est Harden qui prend la pleine mesure de son jeu d'isolation. Et effectivement, alors c'est pas la plus belle des saisons à regarder de James Harden, parce que c'est notamment à partir de ce moment-là qu'il commence à aller chercher énormément les lancers francs. Et il récupère son côté un peu truqueur qui peut parfois être un peu frustrant. Mais par contre, on est à un niveau individuel qui est absolument dinguissime. C'est le record de points sur les 10 dernières années, 36 points de moyenne, personne n'a fait mieux. Euh, et tu vois, on a défini avant deux joueurs qui étaient des systèmes à eux tout seuls et surtout des gens qui pouvaient contrer le manque de spacing à eux tout seuls. James Harden, c'est le joueur qui va le plus profiter du spacing pour le coup. Dans un système de jeu à cheval avec juste Capella sur le dunker spot, c'est une saison où il joue beaucoup moins de pick and roll, mais avec Capella sur le dunker spot. Et là, il y a un espèce de truc où en fait son handle lui permet de tout le temps prendre l'avantage sur le défenseur. Et après, il y a il y a un espèce de triptyque entre son flotteur, sa feinte de flotteur qui permet d'aller chercher Capella en hauteur si jamais le rim runner, le protecteur de cercle pardon, vient, ou le step back si jamais le défenseur est un peu trop bas pour pas qu'il passe l'épaule. Il y avait cette espèce de triptyque qu'on avait l'impression de voir à toutes les actions, mais qui était d'une efficacité redoutable. Les Rockets font 53-29 quand même sur cette saison, où l'effectif est vieillissant et pas trop bien, et c'est quand même lui qui les maintient un peu à flot. Et en plus de ça, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a beaucoup de moments mémorables en plus dans cette saison-là. C'est notamment dans cette saison-là, tu sais, qu'on a le 3 points pour gagner le match à l'Oracle Arena sur la tête de Klay Thompson et de Draymond Green. Le 3 points avec la faute. Il y a beaucoup de fins de match où il est très dominant. Et je sais pas si tu avais cette sensation, mais il y avait un truc qu'on a rarement eu. Tu sais, on en avait parlé quand on avait fait la draft des meilleures campagnes de playoffs, où il y avait le truc avec LeBron un peu de... t'allumes la télé, tu sais que tu vas le voir, tu sais que ça va être dingue, et limite s'il fait 30 points, bah t'es déçu. Il y a eu un moment avec James Harden dans cette saison où t'allumais ton League Pass et tu disais je vais mettre Houston parce que je vais voir un truc de fou quoi. Ouais, Et c'est rare, c'est très rare. ouais, c'est vrai. Mais du coup, tu savais aussi que c'est une équipe qui allait être un peu, limitée en play-off parce que ça tournait trop autour de lui. Mais moi, on en a fait des caisses et à raison avec la série Rockets Warriors 2018. Mais la 2019, elle est très cool. Et lui, pour le coup, c'est peut-être sa seule série en carrière où il a rien à se reprocher individuellement parce qu'il tourne à 35 points de moyenne sur la série. Il fait des gros matchs et tout. Mais ouais, et puis il y avait, enfin, on en a fait des caisses avec le step back de Harden, à raison parce qu'il était trop fort dessus. Mais il était aussi injouable sur drive. Parce qu'en fait, tu as un niveau de passing qui était juste excellent. Alors, c'est pas sa meilleure saison au passing, parce que juste avant, il est meilleur passeur de la ligue, si je dis pas de conneries, en 17-18 ou en 16-17. Mais
Mais cette année-là, il était vraiment encore injouable sur drive parce qu'il avait dû toucher près du cercle, un handle de zinzin. Il savait parfaitement comment créer la séparation et tu avais un peu ce côté robot de se dire: «Ouais, à chaque match, tu sais que tu auras ton, 40 points, 7-8 passes, quoi». Et ce qui est ouf, c'est que tu vois, aujourd'hui, il a 35 ans et en fait, bon, après en playoff, il nous frustre toujours autant, mais il continue à avoir cette facilité, quoi, même s'il est plus encore, fort sur drive et tout, mais tu sens que, il a toujours ce truc, quoi. C'est un vrai talent, quoi. Il tourne à 35 points de moyenne effectivement dans la série contre les Warriors avec 44% au tir. J'ai pas le TS plus sur cette série. Et tu vois, on a dit que Curry est le joueur qui a lancé un peu la révolution de la prise de risque à 3 points, notamment dans du jeu rapide. James Harden, il lance quand même. Alors là, il l'a fini. C'est pas ce moment-là qu'il la lance, c'est peut-être un peu plus tôt. Mais aussi la révolution des extérieurs qui vont beaucoup jouer sur le step back et qui vont beaucoup jouer sur cet écart-là. On a eu toute une flopée derrière. Anthony Edwards s'inspire un peu de ça. On peut prendre Jalen Green. Je prends spécifiquement des joueurs moins forts hein, pour justement montrer que c'est une tendance qu'il a développée parce que en fait, ces styles de jeu-là, notamment dans des équipes qui sont assez défensives, bah en fait, tu es prêt à accepter une efficacité un peu moindre parce qu'en fait, tu peux mettre que des défenseurs autour parce que son volume de jeu est tellement fou que tu peux n'avoir que des défenseurs autour. J'ai que 3 joueurs, moi, qui sont au-dessus des 40% d'usage dans mon top 10, enfin dans ma draft. Et il fait partie de ces 3 joueurs-là. Ouais, saison absolument dingo. Et je trouve ça cool d'ailleurs qu'avec le temps, elles reprennent de la valeur. Il y a eu une époque où James Harden était quand même beaucoup décrié pour son style de jeu. Et je trouve qu'il a repris pas mal de valeur. Et quand je parle d'exemple pour la suite, il y a quand même l'un des 3 meilleurs joueurs de cette génération, qui est un copier-coller de James Harden en attaque, c'est Luka Doncic. En tout cas dans les formes de jeu. Peu de doute sur le fait qu'Harden a inspiré Luka Doncic quand même. Ces joueurs-là. Ouais, Donc c'est James sûr. Harden est notre 3e. On passe au 4e. Allez. Le 4e, je l'ai d'abord eu 6e. Puis après je me suis dit non mais en fait il peut pas être 6e. Après je l'ai eu 5e. Je me suis dit non mais en fait il peut pas être 5e. Et après je me suis dit mais en fait il doit même être au débat avec James Harden si je suis honnête. Et finalement, je l'ai mis 4e, je l'ai quand même mis derrière James Harden. C'est encore un joueur de cette saison. Et c'est Shai Gilgeous-Alexander 2024-2025, qui est donc MVP de cette saison-là. Le principal argument que je vais donner, c'est qu'en fait, c'est le joueur des 15 saisons individuelles les plus dingues qu'on a eu l'histoire, c'est la plus propre en fait. C'est la plus propre en termes d'efficacité. Parce qu'on a un joueur qui, en plus d'être très fort sur isolation et très autonome dans le jeu, quand même énormément d'isolation, on est à 111 de TS+. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus haut que James Harden sur la saison 2018-2019, dans un spacing mieux optimisé, mais c'est plus haut. Mais surtout, on a un volume de perte de balles qui est extrêmement faible. On est à 8,4% de turnover percentage. Et tu vois, moi, quand je regarde, pour te dire l'écart qu'il y a avec les autres, quand je regarde mon top 10, j'en ai qu'un seul qui est en dessous des 12. Et il est à 11,9. Et lui, il est à 8,4. Donc on a un espèce de joueur qui est dans un système qui est parfaitement optimisé pour lui. Et en fait, le principal atout de Shai Gilgeous-Alexander sur cette saison, c'est qu'il n'y a aucune possession de gâchée. Et dans une NBA où la bataille des possessions est si importante, le fait qu'il n'y ait jamais de possession gâchée, ça a forcément beaucoup de valeur. D'autant qu'il le cumule avec une bonne efficacité. Ce qui manque un peu, c'est le playmaking pour les autres, qui est intéressant, mais très nettement en dessous, par exemple, de celui de James Harden, mais qui a peut-être pas grand-chose à envier à Stephen Curry, tu vois. Mais c'est juste que les situations de jeu provoquent moins de jeu pour les autres que ce que peut être Stephen Curry. Ce qui m'a manqué un petit peu, c'est 2 choses pour aller plus haut. C'est un volume de jeu, mais c'est normal parce que le Thunder a beaucoup cassé des matchs en 3 quarts temps. Et du coup, dans le volume de jeu, t'es un peu plus bas. Et le dernier, ça va avec, mais c'est la clutchitude. Il a quand même fini quelques matchs. Mais bon, ils ont eu une saison, ils ont été tellement dominants, le Thunder, que forcément, il n'y a pas eu tant de matchs que ça qui ont eu à se jouer dans les fins de match. Est-ce que tu l'avais SGA et est-ce que tu l'avais en 4e de ton côté? Je l'ai, mais je l'ai pas en 4. Moi, j'ai quand même 2 mecs au-dessus Ok. et pour la raison qu'en fait, tu as volume de scoring équivalent. Moi, j'ai 2 mecs au-dessus qui, au niveau du passing, playmaking, c'est quand même un large tir au-dessus de Shai. Mais c'est vrai qu'il est pas facile à scorer parce que bon, là, on juge que l'attaque et c'est vrai qu'il est propre partout, quoi. Et c'est surtout un joueur qui est ultra dominant à mi-distance. Mais il y a un peu ce truc avec Shai
du fait que vu qu'il est ultra dominant, à mi-distance, tu pouvais vraiment, savoir tu vois, si tu compares un peu à un James Harden que, bah, son arme du tir à mi-distance, ça allait être bien plus important en play-off ou bien plus impactant en play-off qu'un James Harden qui se repose beaucoup sur son step back et il a toujours fait le yo-yo en termes d'adresse sur son adresse à 3 points, en play-off, quoi. Donc il y a ce truc-là avec Shai, mais du coup, dans un contexte de régulière, en fait, son tir à mi-distance, c'est pas un truc qui est ultra rentable. Même si lui, il a des pourcentages de ouf qui sont des 50 à mi-distance, bah, 50 à mi-distance, en fait, c'est que 1 point par possession, donc c'est pas si ouf que ça. Donc ouais, il a 111 de TS+ avec 32,7 points, mais je l'ai pas mis plus haut parce que, oui, il y a une propreté au playmaking, mais il y a pas assez de volume au passing playmaking, ce qui me dérange un peu. Et c'est vrai que cette année, c'est quand même, je trouve qu'il a vraiment, passé un cap sur tous les aspects du jeu en attaque. Et ce que j'aime bien aussi avec sa saison, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est MVP, c'est qu'il a enfin des matchs où il montre qu'il peut, foutre 50 points dans un match. Il l'a pas montré en playoff, on attend à ce qu'il le fasse quand même en playoff, mais il y a quand même 4 matchs à plus de 50 points cette saison. Et quand il est en confiance avec son 3 points, il est un peu injouable, mais il a pas encore totalement confiance en son 3 points, en son pull-up. On l'a vu en playoff, c'était quand même compliqué. Donc si demain Shai, il fait une campagne de playoff où il est vraiment en confiance avec son 3 points, tu sais que, sur la régulière qui arrive après, il va être totalement relâché et qu'en fait, ça se trouve, il peut peut-être gratter d'autres places plus haut si on en refait un, top 10, des meilleures saisons offensives, sur les 10 dernières années. Mais, ouais, il y a un peu ce truc dur à juger parce qu'il a des armes qui sont incroyables pour un contexte de play-off, mais il a pas des armes qui sont si, dominantes que ça, en fait, dans un contexte de régulière. Moi, ce qui me l'a fait passer de 6e à 4e, c'est que je pense qu'on regardera dans quelques années la saison de Shai en se disant que ce qu'il a fait était un peu révolutionnaire, au sens où je pense qu'on est arrivé à une espèce de maxima ou de top du contre-move des défenses sur les attaques avec les stunts. Et on a vu d'ailleurs durant les playoffs des défenses prendre le pas sur les attaques. Et c'est une saison, les dernières saisons, l'efficacité offensive ne faisait que monter. Sauf cette saison où elle a commencé à plafonner. Et je pense que, bon, il y a une première raison, c'est que ça ne peut pas augmenter à l'infini. Il y en a une deuxième qui est que les défenses ont commencé à bien comprendre la méta de l'attaque. Et notamment l'arrivée massive des stunts depuis 3-4 ans. Mais là, cette année, tu as tout le monde qui les maîtrise et qui les maîtrise bien. Et surtout, on en a déjà parlé tous les deux, mais quand une méta vient, la méta des stunts, il faut le temps que les profils de draft arrivent pour qu'elles se mettent complètement en place. Et donc, il faut compter 3-4 ans, le temps qu'il y ait tous les profils là très longs qui arrivent. Et je trouve qu'en fait, son jeu d'isolation, où il va à mi-distance et où il est très efficace sur le mi-distance, et ben en fait, c'est le contre-move parfait à la défense moderne parce que du coup, il tue très très bien les stunts. Les fausses Z, il arrive très bien à les compenser en ne forçant pas le 3 points et en allant plutôt sur le mid. Les stunts ont pour but de casser le drive, mais lui, ça le gêne pas tant que ça finalement de casser le drive. Parce qu'il a son mi-distance, mais aussi parce qu'il est tellement technique que de toute façon, il arrive en fait à ralentir le jeu pour lui et à finir par y aller quand même. Et c'est ça, moi, qui m'a fait le basculer de 6 à 4. C'est que je pense qu'on a un peu un joueur qui vient casser la méta défensive. Je suis pas trop d'accord avec ce que tu as dit parce que justement, je trouve qu'en playoff, on a vu que quand tu lui bloquais le drive, vu que c'est pas un athlète de ouf et qu'il a pas l'arme du 3 points, et bah, il est en difficulté. Et hier, j'ai regardé une vidéo d'un mec qui s'appelle Daniel Lee que j'invite les gens à regarder. Il a dit en gros, il y a eu un truc qui s'est passé en playoff qui a vraiment emmerdé les attaques. Et en fait, c'est le fait qu'aujourd'hui, les équipes, elles savent parfaitement comment mixer la zone et la défense individuelle en défense. Et on l'a vu avec les Rockets, on l'a vu aussi avec d'autres équipes, le Thunder aussi. Et en fait, la conclusion qu'il dit à la fin, et je suis assez d'accord avec lui, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le jeu avec beaucoup d'ISO ou avec très peu de fond de jeu, comme c'est quand même le cas un peu du Thunder autour de Shai, comme c'était le cas aussi des Celtics dernièrement, et des Lakers là, peut-être avec Luka Doncic, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, tu vois un peu les limites de ça face à ces défenses-là qui sont de plus en plus inventives sur justement la défense individuelle et les zones. Et j'ai peur que si le Thunder se réinvente pas là-dessus, on peut voir aussi pas mal de limites encore de Shai sur ce niveau-là s'il n'a pas confiance en son 3 points. Parce que bah ouais, les défenses ont pris un peu le dessus dernièrement sur l'attaque et qu'au bout d'un moment, il va falloir réagir différemment, mais collectivement. Mais après, je suis quand même plutôt confiant parce qu'il est encore jeune. Je suis persuadé qu'au bout d'un moment, il va débloquer des trucs aussi mentalement. Mais voilà, bon, je l'ai mis 6e, hein. Pour moi, c'est une saison all-time. Et sachant que on est sur la saison régulière et moins sur les playoffs. Mais j'ajoute quand même qu'en playoff, que malgré tout ce que tu dis, en playoff, il est quand même à 30 points de moyenne, à 46% au tir.
en allant chercher beaucoup de lancers francs, ce qui fait grandement monter l'efficacité. Et quand il est sur le terrain, ils sont quand même à 116 d'offensive rating sur les playoffs. Donc malgré tout, ça a quand même fonctionné. Et après, alors évidemment, en playoff, tout est plus dur. Mais je trouve que ce changement, on l'a déjà vu dans la saison régulière et que sur la saison régulière, c'était quand même assez notable. Je te propose qu'on passe au numéro 5 et que je te repasse la main. Qui est ton 5e choix de cette draft? Donc moi, il était 4. C'est la saison de LeBron en 2017-2018 Ah, on n'a pas la même. qui est assez incroyable pour plusieurs raisons. Bon, il n'y a pas un volume de ouf parce qu'il est qu'à 27 points de moyenne. Il y a quand même 9,1 passes pour seulement 4,2 turnover. 112 de TS+. Une adresse à 3 points solide sur 5 tirs à 3 points par match, il a 36,7. Et puis il y avait, l'effectif des Cavs, il change beaucoup parce que Kyrie est parti, donc ils ont dû faire des moves. Ils changent aussi beaucoup à la mi-saison parce qu'ils avaient ramené D. Rose et D. Wade. Ils se sont dit, ouais, finalement, il faut qu'on fasse autre chose, que ça marche pas parce qu'avec LeBron, il faut du spacing. Mais sur sa saison régulière, il emmène vraiment un effectif de merde, on peut le dire, à 50 wins. Il fait 50 wins avec des Jordan Clarkson, je sais même plus, je crois qu'il y a encore Tristan, mais des 3e, 4e options offensives qui sont nulles. Bon, il y a un match qui m'avait marqué, c'était son 57 points là, contre Washington, où en fait c'est un show mais complet à mi-distance. Il finit le match à 21 sur 30 à 2 points. Il y a aussi un buzzer beater contre Minnesota où il fait un 37, 10, 15 passes avec des buzzer beaters sur la tête de Jimmy Butler à 16 sur 22 au tir quand même. Donc il y a un peu le joueur ultime qui est LeBron quand il doit être un peu seul et porter une attaque. Et on a vu à quel point en fait il dominait tous les aspects du jeu. Le mid-range, le drive, le 3 points, le playmaking, le passing. En plus, c'est pas trop un critère que j'ai pris en compte, mais il y a aussi l'aspect quand même beauté du jeu. Tu vois, moi j'ai une action où en fait il fait un dribble dans le dos, ça passe sous les jambes de Tristan Thompson. Je crois que c'est cette saison-là, c'était face à Philadelphie. C'est de la chatte, c'est de la chatte cette action. Ouais, mais non, ouais, mais je suis sûr qu'il le calcule un peu, tu vois. Et donc voilà, t'as une saison ultra dominante sur plusieurs aspects. Et c'est pour ça que je l'ai 4 parce que, bon, je l'ai que 4 parce qu'il manque de volume en attaque. Et c'est vrai que vu qu'il a que des clampins à côté de lui, on peut pas voir à quel point est-ce que ça domine dans un contexte collectif plus optimisé. Mais t'as une version ultime de LeBron, quoi. Donc c'est 4e pour moi. Enfin, 5e du coup dans la draft. Moi, j'avais LeBron 5e, mais pas cette version. Et j'ai hésité. Alors, c'est compliqué, LeBron, parce que je trouve que LeBron, il y a 3 versions qui peuvent postuler. Et les 3, elles peuvent postuler un top 10, il n'y a pas de débat. Pour moi, il y a la version de l'année d'avant, la 2017, où il est très très fort. Mais les problèmes que j'ai sur la 2017, c'est que l'investissement en régulière, à l'image des Cavs dans leur ensemble, il est un peu moindre. Et du coup, c'est compliqué de le mettre aussi haut. Il y a la 2018, mais la 2018, je ne l'ai pas mis pour une raison. C'est que autant ses playoffs sont extraordinaires, autant je pense qu'en termes de niveau individuel, c'est peut-être le moment où il a été le plus fort, mais pas non plus avec une marge énorme avec celle que je vais citer après. Mais surtout, il est complètement coupé du collectif. Et c'est une saison un peu particulière de LeBron où moi je trouve qu'il est... c'est une saison de soliste en fait, ce qui lui ressemble pas trop. Alors effectivement, on va me parler des assists, mais dans le comportement collectif, il croyait pas dans cet effectif. Ça se voyait, ça se sentait, il savait qu'il allait partir. En plus, il était en désaccord avec le front office qui ne voulait pas lâcher notamment ce fameux tour de draft pour pouvoir renforcer l'équipe, ce qui ne voulait pas du tout. Et du coup, c'est pour cette raison que, quand bien même, pour moi, elle aurait fait le pas pour un top 10 cette saison-là, j'ai pas mis celle-ci. Et moi, j'ai mis la saison 2019-2020, celle avec les Lakers, pour le coup, comme étant la meilleure saison de LeBron, pour 2 raisons. La première, c'est l'équipe des Lakers, elle est un peu particulière. Ils jouent très très grand et ils ont très peu de créateurs. Et donc LeBron James joue meneur de jeu, mais au-delà de jouer meneur de jeu, en fait, il n'y a que lui et Rajon Rondo pour créer pour les autres. Et donc la pression qu'ils ont sur la création, elle est énorme. Qui plus est dans un contexte où le spacing, alors qu'on est à un moment de la NBA où le spacing est hyper important, où le spacing n'est pas du tout optimisé. On est sur une équipe qui veut défendre, qui veut jouer physique. Et donc il doit assurer ça et son adresse extérieure est pas mal. Alors certes, c'est au True Shooting Plus, c'est une de ses moins bonnes saisons, il est qu'à 2% d'efficacité au-dessus de la moyenne, ce qui n'est pas énorme. Mais le deuxième élément qui, moi, me fait mettre celle-ci, c'est que c'est la seule et unique saison de LeBron James en meneur de jeu. Et il joue une saison en meneur de jeu, et c'est le meilleur meneur de jeu de la ligue. Qui les emmène en plus en étant la meilleure équipe de la conférence Ouest, en étant le meilleur joueur de la meilleure équipe de la conférence Ouest. Moi, j'ai beaucoup aimé en plus le style des Lakers. Je sais pas ce que tu as pensé, toi, de la saison 2019-2020, mais
pourquoi tu as pris plutôt la 18 que la 2019-2020 par exemple, ou est-ce que ça n'a même pas été un débat dans ta tête? Putain, il finit top 2 du MVP dans les 2 saisons en plus. Non, moi, en fait, c'est juste qu'il y a 10 points de pourcentage au-dessus de la moyenne entre les deux, quoi. Genre, pour moi, ça joue quand même beaucoup. Il est quand même moins dominant à mi-distance et à 3 points sur son shoot en 2019-2020. Mais non, mais c'est vrai que je suis d'accord qu'en meneur de jeu, tu avais quand même une version. Enfin, ouais, c'était le meilleur meneur de la ligue. Et ce qui est drôle en plus, c'est que 2 ans après, en fait, il joue un peu pivot parce qu'il y a des blessures et tu te rends compte qu'il fait encore le taf en tant que pivot. Donc, tu peux prendre n'importe quelle version de LeBron sur n'importe quel poste. Mais je sais pas, pour moi, il est plus impressionnant offensivement en 2017-2018 parce que je donne un peu plus d'importance aussi au scoring qu'une saison plus dominante au playmaking. Je trouve que sur l'efficacité, il y a quand même une bonne différence entre les deux. C'est que dans un cas, la raquette, la triplette de la raquette, c'est Tristan Thompson, Kevin Love et Jeff Green. Donc vraiment très optimisé sur le spacing. Pour le coup, en plus, je pense que c'est la saison où Kevin Love joue le plus poste 5, la 17-18. Alors que dans l'autre cas, la triplette intérieure, c'est Anthony Davis, Dwight Howard et Javal McGee. Donc forcément, il pâtit dans son efficacité. Du coup, il est beaucoup plus mobilisé sur son tir. Hein. Mais il pâtit forcément du manque de spacing. Là où dans l'autre cas, alors en plus son tir était très en phase en 2018. Mais que dans l'autre cas, il peut beaucoup plus driver. Alors moi en plus j'ai un petit biais, c'est que j'ai tendance à toujours un peu plus valoriser le playmaking à l'inverse de toi, le playmaking que le scoring. Dernier élément, c'est qu'il y a quand même beaucoup de victoires où il est très très clutch dans des fins de match, sur des top matchs. Je pense notamment aux 2 matchs juste avant le Covid, celui contre les Clippers et celui contre les Bucks qui terminent. Alors que de mémoire, sur la saison 2018, tous les gros matchs, ils les perdent quand même. Ils les gagnent jamais, les gros matchs. Par contre, ils font le taf contre les petites équipes, mais les gros matchs, ils les gagnent jamais. Bon voilà, moi c'est pour ça que j'étais plutôt parti sur la 2019-2020. Mais donc, on a donc un LeBron James numéro 5. Et donc, c'est pour la première fois, on n'est pas d'accord hein, sur la version qu'on doit prendre. Ce qui, je crois, n'était pas arrivé d'ailleurs quand on avait fait le truc des playoffs, ou à minima, sur les versions, on était tout le temps d'accord. Pour le coup. Du coup, on passe au numéro 6, ou est-ce que tu vois d'autres choses à dire sur notre Non, cher c'est LeBron bon. James? Putain, mon numéro 6, il a changé 10 fois. Hein. Il a changé 10 fois, mais du coup, je vais partir sur un joueur de la saison dernière, 2023-2024. Et je vais prendre monsieur Luka Doncic. Pour le coup, 2023-2024. Pourquoi je prends Luka Doncic? Bon, déjà, les stats, elles sont quand même juste délirantes. Hein. Il tourne à 33,9 points, donc en gros 34 points de moyenne, à 9,8 passes. Sachant que c'est peut-être la seule saison de sa carrière où il jouait avec un vrai deuxième meneur, puisqu'il jouait avec Kyrie Irving. Et en fait, ses stats sont en augmentation de partout. Ce qui montre en fait qu'il a une vraie capacité à jouer avec un autre fort joueur. Il développe un peu de jeu sans ballon, légèrement, quand il laisse un peu plus la main à Kyrie Irving. Et ça impacte pas du tout sa création pour les autres. Il est juste plus fort en fait. Et d'ailleurs, sur cette saison-là, c'est la saison où il a son meilleur TS+, puisqu'il a 6% dessus la moyenne. C'est toujours le truc un peu gênant avec Lucas, c'est que souvent l'efficacité, elle est pas toujours là. Le volume est toujours là, mais l'efficacité, c'est pas toujours ce qu'on pourrait attendre. Ça marche très très bien dans des équipes défensives, parce qu'on le dit toujours, hein, dans des équipes défensives, le volume est hyper important et l'efficacité peut perdre un peu en importance. Mais ouais, je l'ai pris là. Pendant longtemps, je l'avais 7. Je l'ai pris 6 parce qu'en fait, en regardant la saison, en fait, il y a tellement de matchs qui concluent. Mais tellement de matchs où en fait, c'est vraiment lui qui a la main dans le 4e quart-temps et dans les 5 dernières minutes, t'as des 3 points, t'as des actions, il vient casser la défense. Et c'est juste exceptionnel. Et puis voilà, 34 points, 9,8 passes, c'est n'importe quoi. Avec un turnover percentage qui pour lui est pas trop mal. Il est à 12,8, c'est pas si haut pour le coup. Et donc c'est vraiment ouf. Moi, ce qui m'empêche de le mettre plus haut, c'est que collectivement, c'est une très belle saison. Mais c'est pas non plus une saison, tu vois, complètement dingue. La saison, collectivement, elle est par exemple moins bonne que celle de James Harden, qui a sûrement un effectif moins fort, tu vois, par exemple. C'est juste qu'on la trouve très bonne parce qu'ils sortent d'une année où ils ont même pas fait le play-in. Donc on se dit que c'est génial. Mais en vrai, c'est bien, mais c'est pas ouf. Ils font 5e de la conférence Ouest. C'est bien sans être ouf. Est-ce que toi, t'avais Luka Doncic et est-ce que tu l'avais à cette place? Ouais, je l'avais 5e, donc du coup, moi je l'avais devant Shai quand même. Et Pour t'avais moi, cette juste sur version-là? l'attaque. Ouais, j'avais cette version-là, ouais, 23-24, je pense que c'est sa meilleure saison individuelle. Ouais, c'est intéressant ce que tu as dit sur l'effectif, parce qu'en fait, sur la première moitié de saison, ils sont un peu frustrants. Ils perdent encore des matchs, ils font des moves où ils ramènent Gafford et PJ Washington. Mais du coup, en fait, pour moi, ils avaient vraiment une identité défensive.
où sur la fin de saison, le 5 majeur, là, c'était une des meilleures line-up en défense, avec le front de court d'Eric Jones, PJ Washington, Lively. Donc, il n'avait pas un effectif, même s'il avait Kyrie à côté de lui, il n'avait pas un effectif ultra optimisé en attaque autour de lui. D'où le 106 de TS+, qui est quand même en dessous des autres mecs, et même des mecs qu'on va citer derrière, parce que moi, j'ai quand même que des mecs ou presque à 110 de TS+. Mais il pâtit aussi d'un truc, c'est qu'aujourd'hui, en fait, vu que c'est un mec qui pull-up énormément, bah, par rapport je sais pas, à 10 ans en arrière, en fait, son pull-up, il vaut moins parce que, tu vois, sur la saison, il est quand même à 38% à 3 points sur 10 tentatives par match. Et quand tu vois ses stats un peu brutes, tu te dis, bah, c'est bizarre qu'il soit qu'à 106 de TS+. Ouais, mais c'est parce que bah, tu es dans la NBA actuelle. Et en fait, même avec du 48% au tir, 38% à 3 points, 78 au lancer, en fait, tu es qu'à 106 de TS+. Mais ouais, puis il y a des matchs incroyables. Il y a quand même un match à 73 points, à 17 sur 20 à 2 points contre les Hawks. Il y a un autre match à 50 points et 15 passes. Donc, il est assez incroyable. Je serais pas étonné quand même qu'il nous refasse des saisons comme ça, et voire même plus fortes, même si là, il a changé d'effectif et qu'il n'a pas encore un effectif optimisé. Mais je pense que il est limite capable de faire encore mieux. Et cette saison-là était vraiment forte. Je trouve qu'il a un peu déçu aussi en playoff, même s'il va en finale et qu'il fait le taf contre toutes les équipes, mais il n'était pas si dominant que ça en playoff. Il est Mais très tu vois, par dominant sur rapport les à. fins de match, mais il est pas rouleau compresseur. Ouais. Et il n'a pas le même cardio, tu vois, qu'un Jokic, qu'on les compare Ouais, un tout à peu fait, parce ouais. qu'ils sont un peu patos et ils viennent de l'ancienne Yougoslavie, mais il n'a pas le cardio d'un Jokic, par exemple. Ouais, moi je trouve que. Alors, déjà, sur ce que tu as dit, sur le changement d'effectif, quand Danny Gafford arrive, il passe sur la première partie de saison, ils sont 16e à la protection de cercle. Après l'arrivée de Gafford, ils sont premiers sur le deuxième segment de la saison. Effectivement, c'est une équipe qui prend un profil défensif total. Et pour le coup, en plus, ce qui est top dans cette équipe, c'est qu'ils ont les deux joueurs parfaits pour une équipe full défense. Kyrie et Lucas, c'est les deux joueurs parfaits pour ce genre d'équipe où en fait t'as pas beaucoup besoin d'être aidé par les autres, t'es prêt à accepter des efficacités parfois un peu en berne. Et donc du coup ils sont super intéressants là-dessus. Alors peut-être qu'il fera mieux, mais enfin bon, quand même 34-10, c'est quand même un délire. Hein. Quand même 34 points, 10 passes, on est quand même sur un truc complètement dingue. Et puis en plus, il y a le charisme, il embarque beaucoup avec lui, ce qu'il n'a pas toujours fait dans sa carrière. C'est un joueur assez grincheux qui parfois peut se couper un peu du collectif. Et là, c'est une saison où il le fait plutôt bien. Donc voilà quoi, Luka Doncic quoi. Enfin à un moment donné, il faut quand même se plier devant Luka Doncic. Pendant longtemps, je me suis dit que Luka Doncic allait devenir la version améliorée de James Harden. Est-ce que vraiment Luka Doncic est la version améliorée de James Harden, ou est-ce que finalement après 7-8 ans de Luka Doncic, on se dit quand même qu'en fait James Harden c'était peut-être un peu plus fort que Luka Doncic? En régulière, ça se joue. En régulière, peut-être que James Harden était légèrement meilleur. Après, Luka, il a que 26 ans, tu vois. Là, on va rentrer. Enfin, on est déjà dans son prime. Il a peut-être des meilleures saisons. Je trouve qu'en playoff, tu as quand même un mec qui assume et qui est capable d'élever son niveau de jeu. Alors que James Harden, ça a été que très rarement le cas. Il a tout le temps craqué quand même. Chaque fin de série, demi de conf, chaque année, James Harden, il craque. À partir du Game 5, tu sais qu'il va nous faire un 2 sur 11. Luka, il a quand même toujours assumé. Il a toujours fait le taf face face aux équipes en face de lui. Et il a même un peu surpris, parce que tu vois, il fait un gros upset en 2022 en allant battre les Suns, qui a fait 64 wins. Donc j'ai envie de dire, en théorie, peut-être que Harden, il est meilleur que Luka, mais en fait, en pratique, mentalement, Luka, c'est peut-être encore un autre tiers quoi, que James Harden. Il a 3 gros upsets déjà, Lucas, en playoff. Hein. Il y a celui contre. Ah non, parce que les Clippers, ils gagnent pas, pardon. Il fait une super série, mais il gagne pas à la fin. Il y en a deux, pardon. Il y a effectivement celui que tu viens de citer. Et le deuxième cas, c'est OKC quand même l'année dernière. Ça reste un upset. Hein. C'est quand même le premier de la conf contre le cinquième. Pour le coup, ouais, je pense qu'en plus, Lucas, il a un truc en plus, c'est que son playmaking est plus polyvalent et répond à plus de types de défense. Le playmaking de James Harden est quand même un peu stéréotypé. Et il s'appuie surtout sur son dribble qui est absolument fou et sur sa capacité à créer des décalages. Là où Lucas a proprement parlé, il a vraiment un playmaking dingue, un peu comme Jokic, capable de s'adapter à énormément de situations. Donc, Luka Doncic est notre numéro 6, ce qui va nous faire passer déjà au numéro 7. Et c'est toi qui vas nous le donner. Numéro 7. Waouh, celui-là, malheureusement, je pense que beaucoup de gens l'ont oublié. Mais moi, sa saison, elle m'avait tellement marqué. Et Dieu sait que je suis pas un fan des Celtics, mais la saison 2016-2017 d'Isaiah Thomas, Oh, moi, je ok. la trouvais Ok. incroyable. Ok. Il est à 28,9 points de moyenne, 5,9 passes pour seulement 2,8 turnovers.
Donc c'est pas inférieur forcément à des mecs qui vont arriver derrière lui ou même devant lui. Il est à 113 de TS+, 37,9% à 3 points sur 8 tentatives et demie par match. Et surtout, moi, ce qui m'avait marqué en fait sur sa saison, c'est sa clutchitude. T'as peut-être la saison la plus clutch avec LeBron aussi 2017-2018. Mais en termes de clutchitude, il m'avait tellement marqué. Genre, c'était à chaque match. Le nombre de quatrième carton où il fout 15 points, tu travailles le matin tous les 2 jours, tu vois Isaiah Thomas 15 points, 20 points, 10 points, 15 points. Il y a un match énorme avec Miami où il met 52 points. Et ouais, alors t'as un joueur qui a ses limites parce que voilà, il y a des limites de taille. Mais je trouvais il avait fait une saison exceptionnelle. Et en playoff, ça avait quand même suivi, mais il avait été un petit peu blessé. Et je le trouvais injouable, quoi. T'as peut-être la meilleure saison offensive, en fait, all-time d'un mec. Alors, peut-être pas all-time, parce qu'il faut voir. Mais tu vois, sur les 50 dernières années, qui à moins d'1m80 comme lui a fait une saison aussi dominante, quoi. Et, euh, et je me dis, vu qu'en fait, t'avais un niveau de scoring élevé, un niveau de passing aussi élevé, bah, il est pas top 6, faut pas exagérer, mais en 7, en fait, c'est pas un intrus, quoi. Toi, tu l'avais ou tu l'avais pas du Non, tout? moi je l'avais pas, je l'avais dans. Pour moi, c'était mes joueurs plaisir un peu. Tu sais, parfois t'as envie de mettre des mecs plaisir, et moi, généralement, dans les 10, j'en mets un seul où je me fais un peu plaisir. Et c'est pas lui le joueur sur lequel je me suis fait plaisir. Ce que je me rappelle sur cette saison d'Isaiah Thomas, c'est notamment la deuxième partie de saison. Ce que tu dis sur la clutchitude est notamment vrai sur la deuxième partie de saison, où il finit énormément de matchs et ce qui fait vraiment monter Boston au classement pour le coup, et donc il y a un impact énorme. C'est aussi le début des joueurs qui ont une énorme autonomie. Sur des profils un peu pas de superstar, tu vois, c'est pas James Harden, sur les joueurs un peu de tier 2, mais qui développent une énorme autonomie parce qu'il y a quand même énormément d'isolation, énormément de ciblage de mismatch après pick and roll, où on lui donne beaucoup de temps et donc énormément d'isolation pour le coup, et il était vraiment très impressionnant sur l'isolation. Il y a une petite surchauffe à 3 points en plus, qui pour le coup lui permet vraiment d'être très efficace. Et je pense qu'en plus, c'est une des saisons les plus. Alors, ça compte pas dans l'évaluation complète, mais une des plus enthousiasmantes du Garden. Il y avait une espèce de vraie osmose entre lui et le Garden, ce qui rendait les matchs d'Isaiah Thomas aussi assez attendus. Tu vois, c'est ce qu'on a dit autour de James Harden. C'était assez attendu de les voir parce que tu savais qu'elle allait avoir une ambiance assez folle. Et là où tu as raison, c'est que moi, mon joueur plaisir, qui sera mon numéro 10, mon joueur plaisir, il a un peu le même défaut, c'est que en fait, défensivement, ils sont tellement faibles que parfois, tu en oublies à quel point offensivement, ils sont forts en fait. Et que effectivement, Isaiah Thomas sur cette saison, offensivement, c'est assez dingo. Ok, Isaiah Thomas. Peut-être moi aussi, ce qui me manque, c'est quand même le playmaking pour les autres. Il était quand même vraiment light sur le playmaking. Pour le coup, il faisait beaucoup d'écart, donc forcément, il générait un peu de passe D, mais je le trouvais un peu light, ouais, pour le coup. Tu voyais d'autres choses à dire, toi, sur Isaiah Thomas? Non, c'est bon. Donc ça veut dire, donc si on a Isaiah Thomas en 7, ça veut dire que tu mets quand même Isaiah Thomas, là où je te suis pas du tout par contre, j'adore le culot de mettre Isaiah Thomas, mais tu mets donc Isaiah Thomas devant Joel Embiid 2022-2023. Ouais. Non mais tu peux pas, c'est pas possible. Bah attends, bah le niveau enfin, je trouve qu'au niveau du playmaking, scoring, de manière globale, il n'y a pas un énorme écart, hein. Alors du coup, moi mon numéro 8, c'est donc Joel Embiid 2022-2023, saison MVP. D'ailleurs de Joel Embiid qui arrive enfin à avoir son MVP. Alors je suis un tout petit peu embêté parce que pour moi c'est pas sa meilleure saison. Le problème c'est que sa meilleure saison il joue que 40 matchs. C'est la saison d'après où je pense que si la saison d'après, s'il avait fait ce qu'il a fait sur la saison d'après, mais sur 65 matchs, parce que c'est aussi une règle qu'on s'était donnée, c'était 65 matchs minimum, je pense que je l'aurais eu beaucoup plus haut parce que la première saison avec Nick Nurse, je le trouve vraiment totalement injouable, notamment le mois avant de se blesser. Il est juste, c'est juste n'importe quoi. Mais bon, on va se concentrer sur la saison 2022-2023, qui est une saison. C'est la première de sa carrière où il est vraiment mis avec un fort playmaker puisqu'il joue avec James Harden pour le coup, et que James Harden, avec James Harden, il crée en fait un outil offensif qui est un peu inarrêtable, c'est leur pick and roll qui fonctionne super bien parce que ce sont deux joueurs très techniques et très roublards, ce qui crée des matchs toujours à rythme un petit peu cassé, mais où ils arrivent quand même à trouver une belle efficacité offensive. Il est à 113 de TS+. Alors c'est en intérieur, c'est normal qu'il soit un peu haut, mais en fait on est quasiment au niveau du Jokic de cette année, hein. Pour 2 points, on est au niveau du Jokic de cette année, donc c'est très très haut. Avec quand même un jeu au périmètre qui existe, pas mal de mi-distance, un petit peu de 3 points. Et
Très peu de pertes de balles d'ailleurs, ce qui est rare avec Joel Embiid, mais le volume de pertes de balles est assez faible. Le playmaking est pas dingue, mais il est quand même à 4,2 passes. Il arrive quand même à générer un peu de playmaking, notamment parce que c'est une telle force de la nature qui génère systématiquement de la prise à deux et qui fait partie de ces rares joueurs où tu es obligé de les prendre à deux, voire à trois si tu veux les limiter, ce qui lui permet d'aller récupérer énormément de fautes ou énormément de décalage pour ses coéquipiers. Et le dernier élément qui m'a fait quand même le mettre haut, c'est que je trouve quand même que ce pic est à ce point fort parce que Joel Embiid. Oui, James Harden est un playmaker extraordinaire, mais en fait, Joel Embiid est tellement fort qu'il attire tellement la défense que tu peux rajouter tous les points qu'il donne à James Harden parce que la défense a trop peur de Joel Embiid et ce qui donne de l'espace à Harden. D'autant que dans tous les joueurs qu'on a cités, je pense que c'est, de toute façon, pour moi, Joel Embiid, une de ses qualités sous-cotées, c'est sa qualité d'écran qui est juste extraordinaire. Et donc, sur un genre de pick and roll, d'avoir un mec qui a une qualité d'écran extraordinaire, forcément, ça a de l'impact. Pourquoi tu l'avais pas mis plus haut, toi, Joel Embiid? Est-ce que tu l'avais déjà dans tes 10? Ouais, je l'ai dans mes 10. Je l'ai pas mis. Donc toi, tu l'as 7. Tu l'avais 7, Moi, je Joël? l'avais 7, ouais. Ok. Bah, je l'ai mis une place plus bas que la draft, là. Moi, je l'avais en 9. Saison ultra dominante. Moi, je me souviens de 2 gros matchs où il fait un 52 points contre Boston, à 20 sur 25 au tir. Les Celtics qui sortent d'une finale NBA. Et un 47-18 aussi sur Nikola Jokic. Je pense que c'est un peu le match qui le fait être MVP, je pense. Mais ce qui me dérange un peu, en fait, avec Joel, c'est que déjà, il n'y avait pas un énorme volume à 3 points sur une grosse adresse. Et d'ailleurs, ça se voit qu'il n'était pas en totale confiance avec son shoot parce qu'en playoff, en fait, il met pas du tout dedans à 3 points. Et ce qui me dérange aussi, c'est un peu le playmaking. C'est parce que je trouve que en termes de lecture de jeu, de passing, de créativité, de lecture de ce que la défense lui offre, c'est très light. Il est qu'à 4,2 passes pour 3,4 turnovers. Et d'ailleurs, en playoff, on a vu ses vraies limites sur ce niveau-là. Après, encore une fois, on juge que la régulière, donc peut-être que je suis un peu biaisé parce que j'ai vu ce que ça donnait en playoff. Mais c'est vrai que la saison d'après, tu sens quand même que sur la régulière, même s'il y a moins de matchs, qu'il passe un peu un cap au niveau du passing. Mais pour moi, en fait, sur la saison 22-23, il n'avait pas encore passé ce cap au niveau du passing et du playmaking. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas aussi haut que toi. Après, ouais, au scoring, tu as un tel niveau de volume / efficacité que ça ne me dérange pas du tout qu'il soit 7. Hein. Mais ouais, ces lectures de jeu, en fait, par moments, elles me frustraient tellement que du coup, je me suis dit, ouais, mais c'est pas une arme ultime, quoi. C'est une arme ultime au scoring, mais du coup, limite un peu en deuxième option. D'ailleurs, c'est la seule saison où il est MVP, c'est la seule saison complète de James Harden, si je dis pas de bêtises. Donc, il profitait aussi beaucoup du niveau de passing et des décalages que créait James Harden. Je trouve que la saison suivante a montré à la fois ce qui te fait de bien et ce qui te fait le moins bien au passing. C'est qu'il arrive à voir les décalages et faire les bonnes passes. Mais tu sais, il est un peu frustre dans sa façon de faire des passes et du coup, il fait beaucoup de pertes de balles qui sont pas du tout des interceptions, qui sont des balles en fait qui sont pas très bien données. Je trouve que la lecture, il l'a, mais c'est dans l'exécution des passes où il manque un peu d'adresse dans l'exécution de ses passes et parfois c'est effectivement un petit peu plus limité. Je trouve que Joel Embiid, il n'y a que Yanis qui a cette impression de domination physique quand il était. Alors maintenant, je pense que. Enfin, j'en ai souvent parlé, moi je pense que Joel Embiid c'est fini, mais ça fait un moment que je le pense, ça fait un an et demi que je le pense. Euh, mais il n'y a que lui qui a cette impression de domination physique totale, tu vois. Qui a notamment comme particularité de totalement contracter les défenses et qui est assez dingue. Mais voilà, une fois de plus, moi j'aurais préféré, si j'avais pu avoir le choix, mettre la saison d'après. Le problème, c'est que la saison d'après, il y a sa blessure qui, pour moi, marque un peu la fin de sa carrière à top niveau. Mais avant sa blessure, il fait quand même un mois de décembre, donc la saison d'après, à 40 points, 12 passes d'ess de moyenne, 12 rebonds de moyenne, 5 passes d'ess, à 60% au tir, 42% à 3 points, 90% à lancer franc, qui est dingo. D'ailleurs, il a une qualité quand même, Joel Embiid, qui est très importante pour un pivot comme ça, c'est qu'il met ses lancers francs. Ce qui est une qualité à valoriser quand on prend Ouais, la qualité et individuelle du joueur. oui, sa vraie force pour moi, c'est son adresse à mi-distance, c'est son shoot à mi-distance. Parce que là où il passe un cap, où il passe vraiment de super joueur à superstar, c'est quand il devient ultra dominant à mi-distance. C'est qu'en fait, il est indéfendable parce qu'il a le toucher à mi-distance pour mettre 50% de ses tirs. Et on en revient un peu à ce qu'on avait dit à Shai, c'est que même si tu es ultra efficace à mi-distance sur de la régulière, en fait, c'est pas ultra rentable, quoi. Tu vois. Mais lui, par contre, c'est vrai que contrairement à Shai, qui je suis assez confiant sur le fait qu'il va assumer son niveau en playoff toute sa carrière, bah Embiid, lui, il a jamais assumé en playoff, quoi.
Bah, il est quand même Et à donc, 113 de TS+, notamment parce qu'il prend 12 lancers francs par match dans cette saison et qu'il est à 86% lancers francs, ce qui est énormissime. ouais, c'est vrai. Ce qui remonte son efficacité, qui compense parfois un peu le manque de 3 points, surtout sur un joueur qui est autant capable d'aller chercher le lancer franc, quoi. Ouais. Ça compense un petit peu. Donc, Joel Embiid, sauf que tu vois d'autres choses à dire sur Joel Embiid, qui est donc Non, c'est bon. notre 8ème, c'est ça, hein? Ouais. C'est ça, hein. Et donc, on passe au 9ème. Je suis dégoûté, du coup, je pourrais pas mettre ma petite, ma petite white card, du coup, elle passera sûrement pas. 9ème, qui tu as en 9ème? Alors moi, je l'avais 8ème du coup. J'avais Yanis en 9. Yanis 2018-2019. Que j'avais légèrement donc devant Joel dans le classement. Donc saison 18-19, première saison où il est MVP. 28 points de moyenne, 6 passes quand même de moyenne, presque 4 turnovers par match, 115 de TS+. Il y a un match qui m'avait marqué, c'est qu'il avait mis 52 points sur Joel Embiid contre Philadelphie. Et ouais, bah, t'as la vraie première énorme saison de Yanis qui fait qu'il est MVP. Donc un joueur ultra dominant comme on n'en avait pas vu depuis Shaq et comme on en a que très rarement vu dans l'histoire quand même du jeu, avec un nombre de tirs énorme au cercle, avec en plus une grosse efficacité parce qu'il était injouable. Et pourquoi est-ce que j'ai mis, tu vois, Yanis devant Joel? Parce que avec Joel, j'ai toujours eu un peu l'impression que c'était une espèce de deuxième option ultime. Parce qu'il n'y avait pas le côté, je trouve qu'il n'y a pas le côté en fait pur créateur que Yanis peut avoir balle en main, avec un peu plus de playmaking, un peu plus de passing. Et la rentabilité d'Yanis, qui est la rentabilité de tout le temps en fait se créer des dunks, qui est donc en fait il est un peu indéfendable là-dessus. C'est un peu par rapport au profil peut-être que j'ai mis Yanis devant Joel, parce que c'est vrai que les saisons elles sont un peu différentes, mais c'est vrai que Joel il est quand même plus dominant au scoring, avec plus de volume. Mais je trouvais que Yanis a toujours eu ce côté un peu plus indéfendable, même s'il a quand même pas mal galéré en playoff dans sa carrière face à des top défenses. C'est pour ça que je l'ai mis légèrement devant, parce que je trouvais qu'il y avait un truc un peu plus ultime en régulière et en projection des playoffs aussi pour Yanis que pour Joel. Toi, tu l'avais, Yanis? Je l'avais en 9, donc là on le prend, mais j'avais pas cette version-là par contre. Moi Ok. j'avais la version de l'année dernière, pour le coup, de Yanis. J'ai beaucoup hésité entre les deux. Pourquoi je suis parti sur celle de l'année dernière? Parce que ce que j'ai bien aimé dans la transformation, Donc il y a 24-25, hein. Quand tu dis l'année dernière, c'est 23-24, non 24-25. 23-24, celle d'avant encore. Même si malheureusement il finit blessé pour les playoffs, mais il fait une saison régulière assez complète. Parce qu'en fait, moi ce que j'aime bien dans la version de Yanis qui arrive maintenant, c'est l'abandon du 3 points que je trouve intéressant. Alors que 2018-2019, il est encore un peu dans essayer le 3 points. Là, il a une bascule vers. Alors qu'il a même entamé en 24-25 vers du mi-distance où il commence à être vraiment pas mal sur le mi-distance. Il avait le moins en 23-24, mais il se concentre un peu plus sur ce qu'il fait très bien, et notamment l'attaque de cercle. Et je trouve quand même que le playmaking, même si je le trouve pas dingo, moi, le playmaking de Yanis, sincèrement, il est quand même mieux qu'à 5-6 ans. Il y a plus de justesse dans le jeu de passe, et donc du coup, c'est pour ça que je l'ai un peu plus haut. Alors, le truc, c'est que les résultats collectifs sont tellement moins bons que sur 18-19 que je comprends l'envie de mettre cette saison-là plutôt que 23-24, mais je pense sincèrement que c'est un meilleur joueur depuis 2 ans qu'il ne l'était quand il a été champion. Ou en tout cas dans les années avant d'être champion. Et notamment, il est sur l'année que tu cites, il exerce dans un spacing qui est très optimisé, ce qui est moins le cas des 2 dernières années, notamment parce que ses lieutenants sont moins efficaces au tir qu'ils n'ont pu l'être par le passé. Et pour autant, il est encore un peu plus au centre du système, et c'est un casseur de défense absolument dingue. Tu as fait la comparaison avec Shaq, c'est là-dedans que la comparaison avec Shaq est le plus juste. C'est sur sa capacité à contracter la défense qui est absolument unique par sa puissance, que tu es complètement obligé de le faire, sinon tu as dunk à chaque fois. Enfin, vraiment, c'est ça. Pour autant, je le mets pas devant Embiid parce que. Alors, il y a un facteur, je pense que c'est. On sait pas, mais je vais me lancer. Je pense qu'il y a un facteur psychologique qui fait qu'il y a une différence de niveau en playoff que Yanis. Après, Yanis, il a énormément de blessures en playoff. Il y a quand même un gros problème physique de Yanis en playoff. Mais effectivement, Ouais, il a même, ouais. c'est même un mec qui a déçu aussi en playoff, hein. Et c'est un mec Sans qui a même parler des déçu. blessures. Et notamment, je pense qu'il a déçu. À l'inverse de Embiid, où je pense que c'est lié au mental, Yanis, il a déçu parce que sa variété offensive est trop limitée et qu'il y a des contre-moves. Alors que je trouve que chez Joel Embiid, il y a une telle variété offensive, et comme on parle de la saison régulière, il y a une telle variété offensive que c'est vraiment dur de trouver quoi faire. Parce que tu as la finesse sur la capacité à aller chercher des fautes sur un mec qui tourne à 85% lancé franc.
T'as le mi-distance quand il a envie de se reposer un petit peu, et c'est pas mal. Et le 3 points, je le compte moins parce que j'aime moins quand il est au large. Mais il y a cette variété offensive qui, moi, le fait mettre devant. Mais je suis curieux de savoir ce que tu penses. Tu trouves pas que Yanis, depuis 2 ans, il y a une espèce de version un peu plus mature, sans vraiment de baisse physique, qui le rend un peu plus intéressant? Ouais, je suis d'accord, il y a un passing qui s'est amélioré, mais plus sur la créativité, parce que ça se voit pas trop dans les stats, tu vois? Et c'est vrai qu'il est beaucoup plus créatif, donc du coup, il est plus, difficilement lisible par les défenses. Et c'est vrai que l'année dernière, il y a eu enfin, du coup, c'est pas 23-24, mais c'est 24-25 où il a vraiment développé son mid-range en laissant tomber le 3 points. Donc tu as une efficacité qui est remontée, ces 2 dernières années parce qu'il a laissé tomber le 3 points et il s'est plus focus sur le mid-range. Donc tu as un meilleur joueur, mais oui, je suis peut-être biaisé par le collectif parce qu'en fait, depuis que Lillard est arrivé et Bud, est parti, les Bucks, c'est terrible, quoi. Donc il y a un côté un peu, il est pas optimisé ces 2 dernières années, quoi. Ouais, et pour autant, je pense que tu vois, il y a de nombreuses fois, je me demande quand même si le meilleur joueur du monde, c'est pas lui quand même aujourd'hui. Enfin, l'argument Jokic est totalement entendable, hein. Enfin, il y a un quatuor avec Doncic, SGA, Jokic chez lui, mais il y a une telle impression de domination quand tu vois Yanis jouer, c'est quand même totalement irréel, quoi. Et effectivement, il subit depuis 2 ans le fait d'être dans des équipes qui sont vraiment moins fortes. Alors qu'il y a 5-6 ans, je trouve qu'il y avait vraiment cette impression de il y a des contre-moves à Yanis. Ouais, aussi, il y a des vrais contre-moves à Yanis. Je trouve qu'on l'a de moins en moins quand même cette impression. Donc Yanis, donc c'est quelle saison pour que je note? 18-19. 18-19. Donc, en plus, on n'avait personne sur cette saison-là. Si, on avait James Harden. Donc, deuxième joueur sur la 18-19. Eh bien, du coup, qui je mets en 10? Il me reste mon 8 et mon 10. Bah, je vais respecter ce que je m'étais dit, mais ça me fait un peu chier. Mon numéro 10, ça sera donc Russell Westbrook 2016-2017. Parce qu'ici, on est de la team, en tout cas moi je suis de la team, on met de la valeur sur le volume. Moi, je mets de la valeur sur le volume. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact qu'a sur le collectif d'avoir un joueur qui est capable d'assumer un volume aussi important. On est à plus de 41 de usage, ce qui est absolument monumental. Et en plus, c'est la seule saison de Russell Westbrook où il est à l'équilibre sur le TS+, parce qu'il est à 100 de TS+. Donc en plus, il est dans une saison où il arrive à trouver de l'équilibre. Je trouve que déjà, il y a un truc sur cette saison-là, c'est un peu une espèce de saison de revanche de Russell Westbrook. Du coup, il y a un mood assez incroyable qui donne beaucoup de matchs qu'il arrive à emballer, notamment par du scoring, par de la contre-attaque, du jeu de transition, où en fait, il génère des runs de 10-15 points d'avance grâce à cet élément-là. Et c'était un vrai atout. Et il finit beaucoup de matchs. C'est une saison où il est plutôt clutch, pour le coup, et où il arrive à aller chercher pas mal de matchs. Et puis, mine de rien, c'est quand même une saison en 31,6 points, 10,4 passes. Alors oui, il y a beaucoup de pertes de balles. On est presque à 16 de turnover percentage, qui est énorme. Mais on est sur le premier mec qui a refait tomber la barre des 30 points, 10 passes. Est-ce que tu sais depuis quand, avant Russell Westbrook, on n'avait pas eu un joueur à plus de 30 points, 10 passes, et qui c'était? C'était Oscar, Robertson, non? Il y a eu un mec après Oscar Robertson. Mais c'est la même époque, hein. Ouais, je dirais Tiny Archibald comme ça, mais je suis pas sûr. Exactement, on est sur Archibald en 72-73. Donc il a fait OK. retomber une barrière aussi. Alors il y a la barrière du triple-double qui fait tomber, mais les rebonds, on les compte moins. Il fait aussi tomber la barrière du 30 points 10 passes, qui après a été dépassé par James Harden. Je sais même pas si Lucas est là. Faudrait que je regarde, j'ai un petit doute, mais je pense que Lucas n'a pas la barre des 30 points 10 passes. Donc il fait retomber cette barrière-là, ce qui est quand même monumental. Et surtout qu'il y a un bilan collectif qui est correct, quoi. Ils sont en 47-35 dans une équipe qui n'a pas du tout un spacing optimisé, qui est une espèce de reconstruction, et il est au centre de tout là-dedans. Il y a un peu un délit de sale gueule sur Russell Westbrook, notamment lié à son efficacité. Mais voilà, moi une fois de plus, je suis quelqu'un qui met de la valeur sur le volume, notamment dans des équipes assez défensives. Et du coup, j'ai Russell Westbrook qui était mon 8ème, je l'ai donc en numéro 10. Est-ce que toi tu l'avais, et qu'as-tu pensé de cette saison de notre cher Russell Westbrook? Ouais, moi je l'avais en 10. Je l'avais quand même derrière les mecs qu'on a cités parce que, bah, le problème c'est qu'il a 100 TS+, et là il y a que des mecs à 110, ou presque, quoi. Mais je suis d'accord, faut donner de l'importance au volume. Là, il y avait un énorme volume. En plus, c'est une saison où il est pas dégueu à 3 points parce qu'il est à 34,3 à 3 points sur 7 tentatives par match. Mais après, il y a aussi l'eye test avec, Russ.
pense que tu as la saison la plus dominante athlétiquement pour un guard. Enfin, il était injouable quoi, en transition, sur drive, c'était n'importe quoi. Et moi, il y avait des matchs qui m'avaient marqué. Il y a quand même un match à 50 points, 16 rebonds, 10 passes ou 16 passes, 10 rebonds, je sais plus, pour valider son triple-double de moyenne, en plus d'un buzzer beater, donc c'était contre les Nuggets, pour qualifier son équipe en playoff. Enfin, c'est un des plus grands matchs de l'histoire de la régulière, hein, Ah, qu'il a carrément, fait, ouais. ce qu'il a accompli en un match. Il y a quand même 3 matchs en 50-10-10, un match en 58 points en 9 passes. Enfin, on avait James Harden quand même qui dominait beaucoup aussi en 16-17. Bon, après, il a mis encore des standards encore plus hauts au scoring en James Harden en 18-19, mais Russ qui faisait au scoring cette année-là, mais il était injouable, avec de l'adresse qui suivait. Mais ouais, donc 10e, pas assez efficace quand même, il faut le dire, que 100, c'est quand même pas ouf par rapport au mec qu'on cite, hein. Donc on peut pas mettre plus haut, il y avait du déchet, mais pour moi, il faut le citer. Moi, je voulais le citer en 10, tu vois. Je l'avais en 10, il faut le citer. Et en plus, il est dans un spacing qui est pas du tout, une fois de plus, hein, qui est pas du tout optimisé. De mémoire, la raquette, je pense que c'est Enes Kanter, je pense qu'il joue 4. Et je pense que c'est Kanter avec Steven Adams. Donc enfin, on est vraiment sur une équipe qui est pas du tout, qui est pas du tout optimisée pour le coup. Et effectivement, voilà, si on met de l'importance sur le volume, c'était nécessaire de le mettre. Et bah du coup, on a fait notre draft, on a fait nos dixièmes. Maintenant, on va passer aux mentions, mais juste petit rappel. Donc sur notre draft des meilleures saisons individuelles des 10 dernières années. Paul, je parle sous tout contrôle, mais on a donc en numéro 1 Stephen Curry. En plus, on était d'accord, 2015-2016, la fameuse saison MVP unanime. Et quand on fait le bilan, surtout une saison à 124 de TS+, ce qui est pas un peu mieux que tout le monde, mais infiniment mieux que tout le monde, qui est un truc complètement dingue. On a Nikola Jokic en 2, cette saison-là, 24-25. On a James Harden en 3, saison 2018-2019. On a Shai Gilgeous-Alexander, saison 24-25 en 4. LeBron James, saison 17-18 en 5. Luka Doncic, saison 23-24 en 6. Isaiah Thomas, saison, rappelle-moi l'année de la saison d'Isaiah Thomas. 16-17. 16-17 en 7, Joel Embiid 22-23 en 8, Giannis Antetokounmpo 18-19 en 9 et Russell Westbrook 16-17 en numéro 10. Et là, on a quand même un peu, c'était un peu quand même la piste aux étoiles, hein, cette draft. Mais on va passer rapidement sur nos petites mentions. On s'en donne 3 max. Si on a moins, c'est pas grave. Ta première mention, c'est qui? Première mention, je pense qu'il faut en 11, je pense que j'aurais eu KD. Alors KD, c'est dur de donner une année, mais je pense que la meilleure sur les 10 dernières années, c'est peut-être la 15-16, parce qu'il joue beaucoup, il est très efficace, il doit être quand même à 117 de TS+. Je crois qu'il tourne en 28 points, 8 rebonds, 5 passes, un truc comme ça. Mais j'ai pas de moment marquant, j'ai pas une clutchitude qui m'avait marqué non plus. Je trouvais qu'en plus collectivement, ils étaient un peu frustrants quand même cette année-là, le Thunder, même si c'est vrai qu'ils du coup, ils ont fait une grosse perf en playoff en battant les Spurs, mais je les ai trouvés pas si ouf que ça. Il avait du mal quand même à créer de l'offense, par lui-même, avec beaucoup de volume aussi. Et donc c'est pour ça que je l'avais pas dans le top 10. Intrinsèquement, c'est vrai qu'il méritait d'être dans le top 10, mais je l'avais pas parce que, il me manque un peu de volume, pas d'efficacité, mais du volume peut-être au playmaking et du dynamisme collectif de manière générale. Ouais, et puis pour moi, c'est trop limité sur le playmaking pour ce profil-là, pour rentrer dedans, même si sur le scoring, c'est assez dingue. Après, il a fait partie d'équipes qui étaient, où le scoring était assez réparti. Moi, c'était mon numéro 10, c'était Trae Young, saison 2021-2022. Qui est une saison assez incroyable où il fait 28 points de moyenne et presque 10 passes décisives pour le coup, et c'est sa meilleure saison à l'efficacité. Il a 107 de TS+. Il sort du run qu'il a fait en playoff l'année d'avant avec Atlanta, donc il est en pleine confiance. Et moi, c'était donc mon 10e parce que je trouve que Trae Young, il y a un peu que Luka Doncic qui a ça. Aujourd'hui, c'est un arrière qui te crée complètement l'attaque. À partir de rien, il te crée complètement l'attaque, notamment parce que c'est un maestro total sur le pick and roll et que son tir à 3 points fait tellement peur qu'il attire énormément la prise à 2 sur le pick et que son playmaking est bien au-dessus, par exemple, de celui d'un Steph Curry. Par exemple, son jeu de passe est sur le pick and roll et au-dessus du jeu de passe d'un Steph Curry, ce qui lui permet en fait d'être vraiment une arme qui crée de l'attaque à partir de rien tout le temps, ce qu'il est resté depuis. Sauf que depuis, il y a des
enfin l'adresse est un peu basse, mais l'adresse basse de Trae Young, elle a à contrebalancer par l'agressivité des défenses sur lui. Ce qui est très intéressant avec Trae Young, c'est à quel point il concentre la défense. Et pour le coup, moi je l'avais en 10e et on est quand même sur cette saison-là à 43,4 de usage, ce qui est totalement délirant. Pour vous donner un exemple, c'est 2 points de plus que Russell Westbrook 2016-2017. Pour le coup, et ils font le play-in, mais en 43-39. C'est un play-in avec un bon bilan pour le coup. Donc voilà, moi j'avais Trae Young. Est-ce que c'est qui ta deuxième mention, tout simplement? Deuxième mention. Alors, il a pas les 65 matchs, mais il a quand même fait une saison ultra dominante. C'était Lillard. C'est pour ça que je ne l'ai pas rentré dans le top 10, parce que sinon j'aurais pu le rentrer dans le top 10. Ouais. C'est Lillard 2022-2023. 32 points de moyenne, 7 passes, seulement 3,3 turnovers, 111 de TS+, 37% à 3 points sur 11 tentatives par match. Des matchs à 71 points, à 60 points, 8 passes. Saison ultra dominante, mais le problème, c'est qu'en fait, les Blazers, ils sont nuls. Donc lui, il a une blessure à la fin, et je pense qu'il est peut-être available pour jouer les derniers matchs, mais vu qu'il tank en fait sur la fin, bah, ils le font pas jouer. Et t'as moins de 60 matchs, mais waouh, il était tellement fort. C'est sa dernière vraie grosse saison dominante. C'est peut-être sa meilleure en carrière en plus. Et malheureusement, je trouve qu'il a pas repris son niveau à Milwaukee. Et là, avec la blessure, c'est sûr qu'il sera jamais à ce niveau-là. Et voilà, ça rentre pas dans le top 10 parce qu'en fait, collectif vraiment horrible à côté de lui et pas assez de matchs, mais waouh, très très fort. C'est le seul qui a redonné un peu cette vibe Curry 2015-2016, je trouve, à un moment donné. Autre mention pour moi, Kawhi Leonard, saison 2016-2017, sa dernière saison pleine avec les Spurs. On est à 111 de TS+, dans un style pure isolation, mi-distance. Et enfin voilà, je vous fais pas le descriptif sur Kawhi Leonard, vous le connaissez par cœur, il arrive en playoff, il est très très dangereux, même pour les Warriors. Malheureusement, il y a cette blessure sur Pachulia. Mais c'est probablement la meilleure saison individuelle de Kawhi, même si celle avec Toronto est dingue, mais il est plus en load management. Et surtout, il joue la saison complète. Et là, il y a une vibe jordanesque sur Kawhi Leonard à des moments dans le style totalement autonome, avec une très forte efficacité. Donc je l'ai en mention, pour le coup. Est-ce qu'il t'en reste une, toi, de mention? Ouais, il m'en reste une. Chris Paul, 2015-2016, avec les Clippers. 19 points de moyenne, 10 passes, seulement 2,6 turnovers, 111 de TS+, quand même, 37% à 3 points, presque 90 sur la ligne des lancers. Malheureusement, il n'y a pas assez de volume, mais en fait, pour moi, vraiment, cette année-là, tu as la version ultime du meneur de jeu, quoi, du meneur de jeu parfait, qui domine au scoring, alors pas en volume, mais en efficacité sur toutes les zones, sur short mid, à mi-distance, à 3 points. Et tu as un playmaker quand même incroyable, avec un passing énorme, avec Blake Griffin et DeAndre Jordan à côté de lui. Franchement, moi, tu vois, s'il y a quelqu'un qui me le rend dans le top 10, j'aurais pas de mal parce que je trouve que l'attaque, c'est vrai qu'il faut. Alors, moi, j'aurais quand même tendance à mettre plus d'importance sur le scoring, mais c'est un tel capitaine d'attaque, en fait, Chris Paul, un tel leader pour mener une attaque et en faire une top 5 attaque en fait, chaque année en régulière, que moi, ça me dérangerait pas qu'on le mette top 10, voire plus haut. Moi, si on était. C'était ma dernière mention aussi. Si on était parti sur une année de plus, la version 14-15, je l'aurais eu dans mon top 10, c'est sûr. Parce que je pense que c'est son pic aux Clippers. Et en fait, tous les curseurs que tu viens de donner, ils sont un poil plus haut. Il est encore un peu plus efficace. Il est encore un peu plus fort sur le playmaking et les pertes de balles. Et collectivement, les Clippers sont un peu plus forts pour le coup. Et c'est lui. Enfin, les Clippers, c'était une super équipe autour d'Andre Jordan, Blake Griffin. Enfin, le système, c'était lui, notamment en attaque. C'était vraiment lui. Il avait la balle tout le temps, il dirigeait tout. En gros, c'était Chris Paul organise le jeu. On a deux plays, pick and roll, et les sorties d'écran de JJ Redick. Mais quoi qu'il arrive, c'est Chris Paul qui a la main pour le coup. Et on a le seul avec qui on a retrouvé cette vibe-là à ce point de tenir la balle, c'est James Harden et peut-être Luka Doncic. Mais on est sur ce niveau-là de je tiens la balle. Sauf que lui, il le fait avec 2 pertes de balles par match, quoi. En perdant jamais la balle et en n'ayant pas de déchets. On a un peu ce qu'on a décrit avec Shai Gilgeous-Alexander, mais avec beaucoup plus de prise de risque sur la passe et en étant infiniment propre. Donc c'était aussi pour le coup ma dernière mention. J'irai pas plus loin parce que sinon ça serait interminable. J'avais des trucs après, genre la Marcus Aldridge et tout. Mais bon, c'est beaucoup trop. On va pas aller aussi loin. Et ben écoute, Paul, on en termine du coup avec cette petite draft. Moi, j'ai trouvé ça très cool à préparer
Parce que notamment, à un moment donné, j'ai eu besoin de me refaire un peu de eye contact, ce qui m'a imposé d'aller re-regarder un peu les vidéos de ces joueurs-là durant ces différentes années. Et on a quand même un espèce de régal saison après saison à regarder. Avec, allez, je sais pas pour toi, je suis curieux d'ailleurs peut-être pour terminer que tu nous donnes ton avis là-dessus. Mais avec peut-être deux pics, moi que j'ai le plus aimé à regarder sur l'eye contact, c'est James Harden 17-18, pardon, enfin en tout cas le James Harden qu'on a pris et Shai Gilgeous-Alexander, qui m'ont tous les deux donné des petites émotions. Est-ce que toi, tu as eu un joueur là en regardant tout ça où tu t'es dit sur le eye contact, ah lui quand même, ça me fait un peu plus que les autres quoi. Russ, moi j'adore. Ouais, Et ouais, Harden et Harden LeBron. Harden et ouais, LeBron, c'est vrai que ouais, Mais, c'est pas mal. Ouais. mais ouais, ce qui est cool, et un dernier mot, ce qui est cool, c'est qu'il y a tellement de profils différents. Tu te rends compte que les mecs, ils dominent. En fait, t'as que des profils différents à chaque fois, quoi. Tu vois, à part Harden et Luka qui se ressemblent beaucoup, mais sinon, c'est que des mecs qui dominent d'une façon différente à chaque fois. Et c'est ça qui est incroyable avec les superstars d'aujourd'hui. Et ce que je trouve génial, c'est que malgré tout, dans les 10, il y en a 3, et c'est les 3 premiers qu'on a mis qui ont cassé la méta. À la fois offensive et défensive. Et je pense que c'est ce qui les différencie quand même du reste. Donc Curry, Harden et Jokic qui ont complètement cassé la méta offensive, défensive. Et pour le coup, c'était super intéressant. Et ben, je te propose qu'on termine là-dessus. On est curieux d'avoir votre top 10 à vous, si vous êtes d'accord avec cette draft. Peut-être qu'il y a des joueurs que vous auriez pris sous d'autres versions, qui vous seriez semblé, j'arrive même plus à parler français, qui vous auriez paru plus adéquats. Mais on est curieux en tout cas d'avoir votre draft. Et puis restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. À plus!